Imaginez un homme. Un homme qui affirme avoir gagné une élection présidentielle. Qui dit avoir reçu le vote du peuple. Qui prétend que le fauteuil lui appartient de droit. Mais cet homme n'est pas à Yaoundé. Il n'est pas au palais d'Etoudi. Il n'est pas en train de signer des décrets ou de recevoir des ambassadeurs. Non. Cet homme est en exil. Et depuis cet exil, il lance ce qu'il appelle lui-même un appel urgent. 3 mots. Des mots lourds comme des pierres, l'heure est grave. Qu'est-ce qui pousse un candidat à la présidentielle camerounaise à fuir son propre pays après avoir, selon lui, remporté l'élection? Qu'est-ce qui se passe réellement au Cameroun depuis octobre 2025? Et cette diaspora à qui il s'adresse, que peut-elle vraiment faire à des milliers de kilomètres d'Etoudi? Restez avec nous. Parce que cette histoire est bien plus complexe, bien plus profonde et bien plus camerounaise qu'il n'y paraît. Partie 1. Contexte des faits, le décor d'un pays sous tension. Pour comprendre l'appel d'Issa Chiroma Bakary depuis son lieu d'exil, il faut d'abord comprendre dans quel Cameroun nous vivons aujourd'hui. Le Cameroun. Un pays de 30 millions d'âmes. Un pays qui a connu le multipartisme depuis 1990, mais dont les élections ont toujours été entourées d'une atmosphère lourde, chargée de contestations, de polémiques et parfois de violence. L'histoire politique camerounaise est jalonnée de moments où le résultat des urnes et le résultat officiel proclamé ont semblé appartenir à deux réalités parallèles. Ceux qui ont vécu 1992 savent de quoi il est question. Cette année-là, John Fruendi et ses partisans ont crié à la fraude. Le pays a failli basculer. Un couvre-feu a été décrété dans la province nord-ouest. Et à la fin, le pouvoir en place a conservé son fauteuil. Même scénario, presque copié-collé. Maurice Kamto, candidat du MRC, proclame sa victoire avant même les résultats officiels. Il sera arrêté. Ses partisans aussi. Et le pays a continué à tourner sous la même direction, comme si rien ne s'était passé. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'en octobre 2025, une nouvelle présidentielle a eu lieu. Et cette fois-ci, le nom qui revient au cœur de la controverse, c'est celui d'Issa Chiroma Bakary. Qui est Issa Chiroma? Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, voici quelques éléments essentiels. Ancien ministre de la Communication sous Paul Biya, pendant de longues années, il était l'un des visages du régime. La voix officielle du gouvernement. Celui qu'on voyait sur les écrans de CRTV défendre les positions du pouvoir avec une conviction qui pouvait parfois surprendre. Mais les hommes changent. Ou du moins, certains d'entre eux. Chiroma a quitté le gouvernement. Il a rejoint les rangs de l'opposition. Il a créé son propre mouvement politique. Et en octobre 2025, il s'est présenté à la présidentielle avec un programme qu'il appelle lui-même « Transition et transformation du Cameroun ». Selon lui, ce n'était pas une simple candidature symbolique. Selon lui, il a gagné. Et voilà où tout commence à devenir très camerounais. Mais avant d'aller plus loin, posons quelques faits importants. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 s'est tenue dans un contexte particulier. Le pays est toujours déchiré par la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, une crise qui dure depuis 2016 et qui a fait des dizaines de milliers de déplacés internes, des milliers de morts, et des communautés entières réduites à la survie. Économiquement, le Cameroun fait face à une dette croissante, à une pauvreté qui s'étend, et à une jeunesse de plus en plus désenchantée. Dans ce contexte, il est légitime de se demander, dans quel état moral, civique et politique un peuple se retrouve-t-il à chaque nouvelle élection? C'est là que la diaspora entre en jeu. Et c'est précisément à elle que Chiroma s'adresse aujourd'hui. Partie 2. Le conflit, la bataille des légitimités. Depuis son exil, dont la destination exacte n'a pas été officiellement confirmée, Issa Chiroma a publié ce qu'il appelle un message à l'ensemble de la diaspora camerounaise. Ce message est long. Il est solennel. Il est vibrant. Et il contient des affirmations qui méritent qu'on s'y attarde sérieusement. Il dit, et je cite dans l'esprit de ses propos, « Après ma victoire à l'élection présidentielle d'octobre 2025, à la faveur d'une mobilisation populaire et inédite ainsi que du vote massif de la diaspora, cet élan s'est confirmé. Une victoire. » Il parle de victoire. Mais ce n'est pas tout. Il dénonce ce qu'il appelle une usurpation. Selon lui, le régime en place aurait confisqué le résultat des urnes, privant ainsi le peuple camerounais de sa volonté clairement exprimée. Il va plus loin en évoquant des manœuvres antidémocratiques,
notamment des modifications constitutionnelles qu'il juge taillées sur mesure pour consolider le pouvoir d'un individu qu'il qualifie d'illégitime depuis le 12 octobre 2025. Et la cerise sur le gâteau ? La création d'un poste de vice-président nommé. Ici, il faut marquer une pause. Parce que ce point précis mérite une attention toute particulière. La question de la vice-présidence au Cameroun n'est pas nouvelle. Elle est dans la Constitution depuis des années. Mais ce qui est en débat aujourd'hui, selon plusieurs analystes politiques, c'est la manière dont ce poste est envisagé et la période particulièrement sensible dans laquelle cette réflexion intervient. Nommer un vice-président dans un contexte post-électoral contesté, cela envoie des signaux. Des signaux que certains lisent comme une consolidation dynastique du pouvoir. D'autres, comme une mesure de continuité institutionnelle. Qui a raison ? La réponse dépend souvent de quel côté de la barrière politique on se trouve. Mais le fait est là, la tension est réelle. Partie 3, révélation et décryptage, ce que le message ne dit pas. Analysons ce message plus en profondeur. Parce qu'un texte politique, comme un iceberg, cache souvent plus qu'il ne révèle. Premier point, l'exil lui-même. Tchiroma est en exil. Cela est un fait. Mais la question que beaucoup de Camerounais se posent, c'est « pourquoi ?» Est-ce une fuite préventive face à une menace réelle sur sa sécurité ? Est-ce une posture stratégique pour se positionner comme une victime du régime et renforcer sa crédibilité à l'international ? Ou est-ce les deux à la fois ? Ces questions ne sont pas anodines. Dans la politique africaine, l'exil a souvent une double fonction. D'un côté, il protège physiquement. De l'autre, il permet de parler librement, sans les contraintes qu'impose la présence sur le sol national. Des figures comme Romain Wakata, Kémy Séba, ou dans un registre différent, des opposants de nombreux pays africains, ont utilisé l'exil ou le semi-exil comme plateforme d'influence. Tchiroma semble emprunter cette même trajectoire. Mais ce n'est pas tout. Deuxième point, la référence à Anissé Ekane. Dans son message, Tchiroma salue les hommages rendus à Anissé Ekane, qu'il qualifie d'illustre héros national. Ce n'est pas un nom qu'on cite par hasard. Ekane était une figure de l'opposition camerounaise historique, un homme respecté pour son engagement sans compromis. En le citant, Tchiroma tente de s'inscrire dans une filiation mémorielle forte. Il cherche à se légitimer non pas seulement comme candidat malheureux, mais comme continuateur d'un combat historique plus large. C'est habile. Très habile. Troisième point, le chiffre du 12 octobre 2025. Tchiroma revient plusieurs fois sur cette date. Le 12 octobre 2025 comme date fondatrice, comme moment pivot. Comme si à partir de ce jour, l'horloge de la légitimité camerounaise s'était arrêtée et ne pourrait repartir qu'à travers la reconnaissance de sa victoire. Or, il faut être intellectuellement honnête, aucun résultat officiel ne lui a attribué la victoire. Les instances officielles camerounaises, notamment ELECAM, la commission électorale ont, comme à l'habitude, proclamé les résultats en faveur du candidat du parti au pouvoir. Tchiroma conteste ces résultats. Mais entre contester et prouver, il y a une distance que ni les discours enflammés ni les appels à la diaspora ne peuvent seuls combler. La vraie question que posent plusieurs observateurs est celle-ci. Dispose-t-il de preuves tangibles, vérifiables, de sa victoire ? Des procès-verbaux alternatifs ? Des témoignages de délégués de bureaux de vote ? Des chiffres parallèles compilés par ses équipes de terrain ? À ce jour, ces éléments n'ont pas été rendus publics de manière exhaustive et vérifiable. Ce qui ne signifie pas qu'ils n'existent pas. Mais cela invite à la prudence analytique. Quatrième point, et c'est peut-être le plus révélateur, l'appel à l'unité masque une réalité de fragmentation. Quand un leader dit « unissons-nous », c'est souvent parce que la désunion est déjà là, profonde et problématique. Tchiroma le reconnaît implicitement en parlant de querelles de leadership, de polémiques inutiles, d'attaques personnelles sur les réseaux sociaux. La diaspora camerounaise est diverse. Elle vient du nord, du sud, de l'ouest, du centre, des régions anglophones. Elle porte en elle les mêmes fractures que le Cameroun intérieur, les clivages ethniques, les rivalités régionales, les sensibilités idéologiques différentes. Certains soutiennent Maurice Kamto. D'autres suivent Cabral Libye. D'autres encore ne font confiance à aucun des anciens acteurs du système. Et Tchiroma, lui, vient du système. Il a été ministre. Il a défendu ce régime pendant des années à la télévision nationale. Cette histoire-là ne s'efface pas d'un trait de plume, aussi lyrique soit-il.
Partie 4. Analyse satirique approfondie, la politique camerounaise vue au microscope. Maintenant, mettons nos lunettes de décryptage satirique. Pas pour se moquer, mais pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Au Cameroun, il existe une tradition politique presque sacrée, tout le monde gagne les élections. Le candidat du parti au pouvoir gagne officiellement. Le candidat de l'opposition gagne dans ses discours. Et le peuple, lui, gagne, en sagesse, à force d'attendre un changement qui tarde. C'est presque une équation mathématique camerounaise, une élection plus plusieurs candidats égale plusieurs vainqueurs autoproclamés plus zéro alternance. On ne rit pas. On observe. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est fascinant dans le cas de Chiroma, c'est ce qu'on pourrait appeler le paradoxe du ministre repenti. Il a passé des années à défendre le système. À expliquer pourquoi les opposants avaient tort. À mettre en scène la légitimité du régime sur les plateaux de télévision. Aujourd'hui, il utilise exactement le même vocabulaire que ses opposants qu'il combattait autrefois, hold-up électoral, manœuvre antidémocratique, illégitimité du régime. Ce retournement est-il sincère? Peut-être. Les conversions politiques sincères existent. Mais elles demandent une chose que la politique camerounaise n'aime pas beaucoup, la mea culpa publique, claire et sans équivoque. A-t-il dit clairement, j'ai eu tort de défendre ce régime pendant toutes ces années? A-t-il reconnu publiquement avoir participé à une machinerie dont il dénonce aujourd'hui les engrenages? Ces questions ne sont pas des attaques. Ce sont des exigences normales de cohérence politique que tout citoyen camerounais, et surtout la diaspora qui l'appelle à l'union, est en droit de poser. Et parlons justement de cette diaspora. La diaspora camerounaise est extraordinaire. Vraiment. Des ingénieurs, des médecins, des juristes, des artistes, des entrepreneurs. Des gens qui contribuent à l'économie de leur pays d'accueil tout en continuant à envoyer des transferts d'argent dans leur famille au pays. Des gens qui militent, qui manifestent, qui organisent des conférences, qui filment, qui commentent, qui analysent. Mais la diaspora a aussi un talon d'Achille. Et il faut le dire avec respect mais franchise, elle est souvent instrumentalisée. Chaque leader politique camerounais qui est dans la tourmente sait qu'il peut compter sur la diaspora pour amplifier son message. Les réseaux sociaux font le reste. Une vidéo postée à Paris devient virale à Douala. Un communiqué signé à Bruxelles est commenté à Maroua. Et dans cet espace numérique sans frontières, les émotions circulent vite, mais la vérification des faits circule lentement. La diaspora est militante. Mais est-elle suffisamment critique? Est-elle capable de soutenir une cause tout en maintenant un regard lucide sur celui qui la porte? Parce que l'histoire politique africaine est jonchée d'opposants en exil qui ont mobilisé des diasporas entières autour de leur cause, pour découvrir, une fois au pouvoir, qu'ils n'étaient pas fondamentalement différents de ceux qu'ils avaient renversés. Ce n'est pas une fatalité. Mais c'est une leçon. Et maintenant, parlons du fond du fond. La question constitutionnelle. Chiroma dénonce la création d'un poste de vice-président nommé comme une « dérive monarchique ». L'expression est forte. Elle résonne. Elle est efficace rhétoriquement. Mais analysons froidement. La création d'un poste de vice-président dans un régime présidentiel n'est pas en soi antidémocratique. Beaucoup de démocraties africaines ont des vice-présidents. Le Kenya, la Tanzanie, le Niger avant les coups d'État récents, le Ghana. Ce qui peut être discuté, et c'est là que le débat devient légitime, c'est le contexte, le timing, et le mécanisme de désignation. Si ce poste est créé en dehors de tout processus participatif, si sa création vise à préparer une succession non élective, si elle est adoptée en catimini sans débat national réel, alors oui, les questions démocratiques se posent légitimement. Selon plusieurs juristes camerounais dont les analyses circulent dans les milieux académiques, toute modification constitutionnelle qui n'est pas soumise à un référendum populaire dans un contexte de crise de légitimité déjà existante mérite un examen critique rigoureux. Ce n'est pas une position partisane. C'est du droit constitutionnel de base. Chiroma a donc raison de soulever la question. Mais le soulever depuis un exil, sans fournir une stratégie juridique ou institutionnelle précise, risque de faire de cette dénonciation un discours émotionnel efficace à court terme, mais stratégiquement limité sur la durée. Il y a aussi une chose que peu de gens mentionnent dans ces analyses, la crise anglophone en toile de fond. Aucun appel à la mobilisation de la diaspora camerounaise ne peut sérieusement ignorer la fracture anglophone. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest vivent depuis près d'une décennie sous la pression d'un conflit armé. Des milliers de civils ont fui.
Des villes entières ont été partiellement désertées. Des écoles ont été fermées. Des enfants ont grandi sans éducation stable. Dans ce contexte, parler de « Cameroun nouveau » sans adresser directement et concrètement la question anglophone, c'est comme vouloir réparer une maison qui brûle en repeignant la façade. Les Camerounais anglophones de la diaspora, nombreux, organisés, et souvent très engagés politiquement, regardent avec des yeux particulièrement scrutateurs tout leader qui prétend incarner une alternative nationale. Ils veulent savoir, que faites-vous concrètement pour la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest? Cette question mérite une réponse claire. Pas une réponse rhétorique. Pas un paragraphe de solidarité généreuse. Une réponse politique, structurée et vérifiable. Conclusion, la réflexion finale. Alors, où en sommes-nous? Issa Chiroma Bakary est en exil. Il affirme avoir remporté la présidentielle du 12 octobre 2025. Il dénonce ce qu'il présente comme un vol électoral. Il appelle la diaspora à l'unité et à la mobilisation concertée. Il évoque une dérive constitutionnelle avec la création d'un poste de vice-président nommé. Et il le fait avec un langage martial, solennel, chargé de références historiques et de pathos. Tout cela est réel. Tout cela mérite d'être pris au sérieux. Mais le Cameroun a appris, à travers ses propres douleurs répétées, que les grands discours ne suffisent pas. Que l'émotion collective, si elle n'est pas canalisée par une stratégie claire, une organisation solide et une crédibilité irréprochable, finit par se dissoudre dans le bruit des réseaux sociaux. La diaspora camerounaise est une force. Une vraie force. Elle a de l'argent, de l'influence, des réseaux, de la détermination. Mais cette force doit être dirigée avec intelligence. Elle ne doit pas se laisser mobiliser par réflexe émotionnel, mais s'engager avec discernement, en posant les bonnes questions, en exigeant la transparence, en réclamant des preuves là où des affirmations sont avancées. Parce qu'au bout du compte, le Cameroun que tout le monde dit vouloir construire ne se bâtira ni dans les pleurs de l'exil, ni dans l'euphorie des partages Facebook. Il se bâtira dans la rigueur, l'unité authentique, la réconciliation courageuse et un projet politique que les 30 millions de Camerounais, pas seulement la diaspora, pourront reconnaître comme le leur. Et vous, qui regardez cette vidéo, qu'elle soit depuis Paris, Bruxelles, Montréal, New York, Berlin ou depuis Douala, Bafoussam, Garoua ou Bertoua, pensez-vous que la diaspora a vraiment le pouvoir de changer le destin du Cameroun? Et si oui, à quelles conditions? Dites-le nous dans les commentaires. Parce que cette conversation, elle appartient à tout le monde. Si cette analyse vous a apporté quelque chose, partagez-la. Abonnez-vous. Et activez la cloche, parce que sur ce canal, on ne fait pas dans la désinformation. On fait dans la réflexion.